Les origines du football se perdent dans un labyrinthe de signes et de symboles, de rites religieux et de pratiques festives. La plupart des sports ont une histoire qui suit celle des grandes civilisations humaines. Le football tel que nous le connaissons aujourd'hui ne fait pas exception. Il y a quelques 3400 ans, dans la région de l'actuel Mexique, les Indiens pratiquaient déjà un sport d'équipe avec une balle de caoutchouc. Le jeu fut adopté plus tard par les Mayas. Pour eux, la balle symbolisait le soleil et son pouvoir de démiurge. Signe prémonitoire peut-être des violences auxquelles donnerait lieu bien plus tard le football moderne, le capitaine de l'équipe perdante était sacrifié aux dieux. Les Chinois étaient plus indulgents. Le Tsushu, sport en vogue sous la dynastie Han, célébrait non pas la mort, mais la vie. Au IIe siècle avant notre ère, le poète Liu en parlait en ces termes. La balle est ronde et le terrain carré, comme le ciel et la terre. La balle nous survole comme le soleil, tandis que les deux équipes se font face. Le jeu conquit ensuite le Japon, où il prit le nom de Kemari. Tout a commencé il y a environ 1400 ans. Ce jeu a été importé de Chine, en même temps que le bouddhisme. C'est un jeu d'origine chinoise. Le Kemari donnait lieu à un rituel élaboré et à un cérémonial bien éloigné des pratiques sportives actuelles. Avant chaque rencontre, les joueurs doivent faire bénir la balle au sanctuaire. Ensuite, ils vont tous dans un jardin que l'on appelle le Mariniwa pour prendre part à la cérémonie du Tokimari. Un officiant, l'Edayaku, fait une prière pour la prospérité et la paix dans le monde. Alors seulement la partie peut commencer. Le jeu se joue à 6 ou 8 personnes. Ce qui caractérise ce jeu, c'est qu'il n'y a ni gagnant ni perdant. Les 8 joueurs sont là uniquement pour le plaisir du jeu. Cela fait partie de l'esprit du Kemari. Si les Japonais privilégiaient la sérénité et la spiritualité du Kemari, les Romains concevaient en revanche leur jeu comme de véritables batailles en vase clos, comme une lutte impitoyable, une lutte souvent à mort. Les meneurs de quadrige avaient leurs supporters qui portaient les couleurs de leur équipe et qui parfois se battaient avec les supporters des équipes adverses. Mais les Romains ne pratiquaient pas de jeux de balle dans l'arène. Ils les réservaient aux séances d'entraînement militaire. Les légionnaires romains jouaient à un jeu qui s'appelait l'Arpastum. C'était un jeu qui leur venait des Grecs. Les Romains se sont appropriés ce jeu. Le but était de s'affronter pour le contrôle de la balle, de prendre la balle à l'adversaire. Ils se répartissaient sur 4 lignes différentes. Il y avait les Astati, les Veliti, les Principi et les Treari. Ces 4 lignes ont progressivement donné naissance aux attaquants, aux milieux de terrain, aux défenseurs et aux gardiens de but que nous connaissons aujourd'hui.
Ce jeu, dont la tactique nous semble si familière, serait arrivé dans les îles britanniques à la faveur de la conquête romaine. Difficile de dire s'il est à l'origine des jeux joués par la suite dans l'archipel ou s'il a simplement influencé des pratiques existantes. Toujours est-il que 1000 ans après le départ des Romains, les Britanniques se passionnaient pour toute une série de sports de balle et en particulier pour le folk football, le football du peuple. Les rencontres se déroulaient généralement juste avant le carême ou à l'occasion des fêtes de Noël et du jour de l'an. Elles donnaient lieu à des célébrations fortement teintées de paganisme dont les origines se perdaient entre mythes et légendes, l'une des plus tenaces et des plus macabres, voulant notamment que les premiers ballons aient été des têtes humaines. Il arrive qu'une vieille coutume tire ses origines d'une source impossible à identifier. Il semble alors être une simple émanation de l'histoire. C'est le cas de la légende de Tuskar. Tuskar était un petit chef local des îles du nord de l'Écosse, un tyran qui opprimait la population. Lassés, les gens ont fini par se révolter contre lui. Il a compris que le jeu était terminé et qu'il était temps pour lui de partir. Il s'est enfui en Écosse. Mais un preux chevalier de son île natale ne l'entendait pas de cette oreille. Il s'est dit qu'il fallait en finir une fois pour toutes avec ce tyran, et il s'est lancé à sa poursuite. Il l'a rattrapé dans la vieille ville de Perth. Il l'a tué en combat singulier et lui a tranché la tête. Le preux chevalier a ensuite attaché la tête du vaincu au pommeau de sa selle et est reparti vers le nord, vers les îles Orcades. Tandis qu'il chevauchait, les dents de Tuskar lui ont pénétré la cuisse. La blessure a fini par s'infecter et la gangrène s'est installée. Il a néanmoins réussi à regagner Kirkwall, la capitale des Orcades. Il est monté sur la croix qui se trouve devant la cathédrale Saint-Magnus et il a jeté la tête de Tuskar à la foule massée à ses pieds pour bien montrer que l'oppresseur était mort. Puis il a rendu l'âme. Furieux, les gens se sont mis à donner des coups de pied dans la tête du tyran défunt. Vrai ou faux, cet épisode de l'histoire écossaise est rejoué chaque année dans la ville de Kirkwall, chef-lieu des Orcades, qui reste ainsi l'un des derniers bastions d'un sport pratiqué avec ferveur par tous les Britanniques pendant des siècles. Il existait de nombreuses variantes, aujourd'hui tombées en désuétude. Toutes avaient en commun certaines règles de base. La partie se jouait dans toute la ville et opposait plusieurs centaines de joueurs. Les buts étaient des lieux remarquables de la cité, situés à plus d'1 kilomètre de distance l'un de l'autre. La rencontre s'achevait généralement avec le premier but marqué, mais cela pouvait prendre la journée. Deux équipes s'opposent traditionnellement à Kirkwall, ceux d'au-delà des portes et ceux d'en deçà des portes. La lutte pour le contrôle du ballon, appelé bas, est essentiellement symbolique. Traditionnellement, si l'équipe de ceux d'en deçà des portes parvenait à prendre la balle, qui symbolisait l'influence du soleil, la fertilité, elle la lançait dans les eaux du port. Ainsi, la pêche serait bonne toute l'année. Par contre, si l'équipe de ceux d'au-delà des portes l'emportait, c'était le signe que les récoltes seraient abondantes, en particulier la récolte de pommes de terre, car cette équipe était surtout composée d'agriculteurs. Jusqu'à ces dernières années, les habitants d'une petite ville de Norvège téléphonaient tous les ans pour avoir les résultats et savoir ainsi si la pêche serait bonne. Il n'y a pas de règle, tous les coups sont permis. C'est une mêlée générale, très physique. En passant, certains en profitent peut-être pour régler des comptes, mais de manière générale, il n'y a pas beaucoup de violence gratuite. Le football du peuple, en dépit des débordements auxquels il pouvait donner lieu, faisait essentiellement partie du folklore.
Il n'en allait pas de même du calcio historico joué à Florence. Ce jeu était en effet l'héritier direct de l'art pastum de la Rome antique. Ce jeu, très prisé des Romains, a été introduit très tôt dans la colonie de Florence. Au fil des siècles, les Florentins se le sont approprié. Le calcio a des origines au moins aussi anciennes et une histoire aussi riche que le football traditionnel des Britanniques. Les Florentins commémorent chaque année le Sedio, un match historique joué dans des circonstances dramatiques. En 1530, les Florentins étaient assiégés par les troupes de l'empereur Charles Quint. Refusant d'interrompre les festivités du carnaval, la population décida d'organiser le 17 février une grande rencontre de calcio fiorentino, véritable pied de nez à l'assiégeant qui pensait avoir mis Florence à genoux. Cette attitude de défi est caractéristique de ce jeu violent, véritable épreuve de force et de courage entre les participants. Lors du Sedio de 1530, un certain Dante da Castiglione devint à lui seul l'incarnation de ses vertus viriles. L'une des grandes règles était que le ballon devait toujours circuler. Le Morticino de l'équipe Antenordi ayant refusé de passer la balle et la gardant contre lui, Dante, qui était un colosse, le prit dans ses bras et partit en courant vers l'embut de l'adversaire. La balle circulait puisque le joueur la tenait toujours. Et Dante jeta le tout dans les filets, la balle et le joueur, marquant ainsi un caccia. Tous les Florentins se passionnaient pour le calcio, mais le sport ne gommait pas pour autant les barrières entre classes sociales. Les nobles jouaient sur les grandes places de la ville devant un public nombreux. Pour le peuple, le calcio faisait partie du quotidien. Les gens y jouaient un peu partout dans la rue. Quand on se promène dans Florence, on peut encore voir ici et là, sur les murs des églises et des palais, des plaques de marbre apposées par les autorités locales et interdisant les matchs informels de calcio dans le bas peuple. Les interdictions de ce genre étaient monnaie courante en Grande-Bretagne, où boutiques et maisons étaient régulièrement saccagées par des joueurs déchaînés et où les rencontres faisaient souvent des morts. L'histoire du football du peuple n'est qu'une longue suite d'interdictions. Les pouvoirs publics s'y sont opposés par toute une série de décrets. La royauté a multiplié les proclamations condamnant cette pratique. Les universités ont tenté d'empêcher les étudiants d'y jouer parce que c'était un jeu qui suscitait trop d'agitation, trop de violence, qui constituait un trouble à l'ordre public à chaque fois qu'un match était organisé. Dès 1314, le roi Édouard II interdit en ces termes la pratique du football à Londres. Attendu qu'une grande clameur parcourt Londres par le fait de personnes se disputant de grosses balles, j'ordonne que soit interdit à l'avenir ce jeu dans l'enceinte de la ville. Les descendants d'Édouard ne furent guère plus tolérants. Henri V partit en guerre contre le football, tout comme Henri VIII, qui estimait que les jeux de balles dissipaient la jeunesse, qui en oubliait de pratiquer le tir à l'arc. Mais ils ne parvinrent pas à empêcher leur sujet de jouer au football.